C'est oui. Bon, mais merci beaucoup de m'avoir invité. Merci aux organisateurs, le docteur Robin et Ben Souda, de m'avoir invité à cette belle ville de Rabat. Ça va être difficile de passer après Jean-François Narbonne de par ses qualités d'orateur. Et puis, bon, il a dit déjà pas mal de choses que je vais dire. Donc, Merci. Ah ben, il y a un pointeur. C'est sur le point blanc ? Voilà, donc moi j'ai pas le passé de toxicologue de Jean-François Narbonne. On est une unité où nous travaillons essentiellement sur les aspects métaboliques, cardiovasculaires et donc le tissu adipeux. Et je me suis intéressé depuis peu de temps à cet aspect-là, donc de l'impact des polluants chimiques organiques sur justement le développement de ces pathologies. Et donc je vais essayer à travers de cet exposé, mais Jean-François a déjà pas mal enfoncé le clou, de montrer que justement les polluants organiques sont un des facteurs qui vont contribuer au développement de ces pathologies métaboliques, c'est-à-dire syndrome métabolique, prédiabète, et qui prédisposent effectivement ensuite aux maladies cardiovasculaires. Alors, je vais un petit peu redire ce qui a été dit, mais bon, après tout, c'est la pédagogie, c'est de répéter plusieurs fois les choses. Les polluants organiques, on les classe donc en persistants bioaccumulables à l'époque, on l'a dit, donc voilà, les pesticides, herbicides, insecticides, dioxines, furanes, etc. Les PCB, je ne vais pas le redire. On les trouve dans les isolants, condensateurs, des lubrifiants, des adhésifs, peintures. On en a même, pendant un temps, mis dans les dentifrices, pour vous dire. La génération sacrifiée, c'est ça. Les perfluorooctanoïques, ça aussi, ça va être un composé, on va en parler de plus en plus dans les années à venir, parce que c'est ce composé-là que l'on retrouve dans les antiadhésifs, les poils antiadhésifs, je ne citerai pas le nom de la marque. Et puis donc certains vêtements imperméables aussi, on trouve ces composés perfluorés dans les vêtements imperméables, des tissus, tapis résistants aux taches, c'est merveilleux, les nappes qui ne se tachent pas, mais c'est un prix à payer, c'est avec ces composés-là qu'elles deviennent résistantes aux taches d'huile par exemple, les cires, les parquets, etc. Et puis les antibactériens, triclosants, que l'on retrouve dans les savons liquides, les lingettes, etc., désodorisants et puis dentifrices. Et puis donc il y a tout un tas d'autres, je ne vais pas faire la liste exhaustive. Et puis d'autres polluants que l'on va classer d'un peu ou moyennement bioaccumulables. Alors on trouve le bisphénol A, on en parlera tout à l'heure, qui est contenu dans les plastiques alimentaires. Donc certains plastiques polycarbonates contiennent le bisphénol A, les biberons, les revêtements des canettes, les canettes de boissons, et les revêtements des boîtes de conserve, ce qui tapisse l'intérieur. Les phtalates, les plastifiants donc à emballage utilisés en cuisine, les jouets, les produits cosmétiques et les produits de soins également, et puis certains revêtements dans la fabrication des médicaments. Et puis les parabènes que l'on retrouve essentiellement dans les cosmétiques. Alors l'exposition et le devenir des polluants celluleux, très, très, très schématiquement, donc l'exposition à la contamination, on l'a vu, c'est essentiellement par ingestion, les viandes grasses, le lait, le poisson gras, les aliments au contact des plastiques, c'est la voie principale, mais il y a aussi par inhalation les poussières, les microparticules atmosphériques, les sprays et les aérosols, et puis par voie transdermique qui va concerner les crèmes cosmétiques, les sprays aussi, les savons liquides. Le stockage, transport, on le retrouve essentiellement dans les graisses, les polluants persistants se retrouvent dans les graisses, en majorité dans le tissu adipeux et dans le lait. Également aussi s'accumulent dans le foie. Dans un foie gras, on va retrouver en même temps ces polluants organiques. Et on les retrouve transportés en général par les lipides sanguins. Au niveau du métabolisme, très, très rapidement, ils sont métabolisés, certains plus ou moins efficacement, mais en général assez difficilement. Donc c'est par l'intermédiaire des cytochromes P450, c'est donc cytochrome P451A et 2B, par hydroxylation, ou bien aussi par l'enzyme UDP glucuronosyl transférase, par donc le phénomène de glucuronidation. Alors certains sont éliminés par les fesses, c'est le cas essentiellement des PCB, ou par les urines, c'est par exemple le cas du bisphénol A. Et leur demi-vie est très variable dans l'organisme. Ça veut dire que par exemple pour les PCB, c'est entre 5 et 10 ans. Ça veut dire que lorsque vous avez une charge en PCB, il vous faudra à peu près entre 5 et 10 ans pour éliminer la moitié du PCB que vous aurez ingéré à ce moment-là. Mais comme il y a une exposition permanente, ça veut dire qu'effectivement, on va garder pendant très longtemps les PCB.
Par contre, pour le bisphénol A, c'est un polluant peu persistant. Son temps de demi-vie est estimé à peu près à 1 à 2 jours, mais des travaux récents ont posé la question peut-être d'une durée plus importante au niveau de l'organisme. Alors, comme tout à l'heure l'a souligné dans la fin de son exposé Jean-François, effectivement, on n'est pas exposé à un seul polluant, mais on est exposé à une multitude de polluants. Ce diagramme montre effectivement, lorsque vous avez un polluant, lorsque vous détectez, ici c'est dans le saumon, lorsque vous détectez un polluant, eh bien, vous trouvez systématiquement associé à ce polluant tout un tas d'autres polluants, ce qui est représenté ici par tous ces petits points qui à chaque fois signifient que donc, un polluant, ça veut dire aussi d'autres polluants. Alors, comme Jean-François en a parlé tout à l'heure, il y a eu c'est anecdotique, mais enfin, ça a marqué quand même les esprits, où ils ont recherché chez les députés, chez les ministres européens, ils ont recherché 101 substances chez 39 députés européens, et donc 76 de ces 101 substances, effectivement, ont été identifiées dans leur sang. 41 substances ont été détectées par individu, avec un record qui s'établit à 54. Et donc, plusieurs d'entre elles sont systématiquement identifiées. Et effectivement, ça a un petit peu fait bouger les choses au niveau des consciences chez les politiques. Alors, beaucoup de ces polluants sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Alors, la récente définition de l'Endocrine Society américaine est qu'une molécule naturelle ou synthétique qui, à travers l'environnement ou une exposition inappropriée lors du développement fœtal et du nouveau-né, modifie les équilibres hormonaux et permet à l'organisme de communiquer avec son environnement et d'y répondre, et peut-être d'y répondre en termes de pathologie malheureusement. Alors, quelques caractéristiques donc justement des polluants organiques qui sont des perturbateurs endocriniens. Bien sûr, perturbent le métabolisme des hormones, ils lient le récepteur des hormones œstrogènes thyroïdiennes, et donc ont pour effet de mimer ou de bloquer l'action des hormones stéroïdes. Ils interfèrent avec les voies cellulaires du métabolisme lipidique, on va le voir tout à l'heure, et de l'inflammation, modifient l'expression des gènes à travers certains récepteurs, en particulier le récepteur AH, aryl hydrocarbone. Ils perturbent le métabolisme oxydatif, en particulier donc génèrent des radicaux libres. Donc vous avez vu hier le problème donc, du statut oxydatif, perturbent les équilibres calciques, et puis agissent à des doses très faibles, qui sont bien souvent des doses hormonales, et donc ne suivent pas le principe édicté par Paracels au XVIe siècle, qui était que c'est la dose qui fait le poison. Effectivement, ces perturbateurs endocriniens suivent des effets doses qui n'ont rien à voir avec un effet linéaire. Ce n'est pas comme si vous buvez comme un poison classique. Ce sont des effets bien souvent qui sont soit en forme de U, soit en forme de U renversée. Et donc il est très difficile, à partir d'une dose, de pouvoir prédire quel va être l'effet d'un polluant dans l'organisme. Alors, les polluants, eh bien, donc là aussi, ça a été souligné, c'est disons, les bases développementales des maladies chez l'enfant et chez l'adulte. En effet, on a parlé effectivement de ces fenêtres d'exposition, c'est là où va se jouer, lorsque se constitue un petit peu l'organisme, se met en place tous les réseaux au niveau du cerveau, par exemple, dans le fœtus, eh bien, c'est à ce moment-là, effectivement, que l'exposition aux polluants va être la plus problématique en termes de modification, d'altération irréversible dans la structuration des différents organes ou différentes fonctions, en particulier des fonctions neuronales chez l'enfant, et donc va conduire ensuite à des pathologies chez l'enfant qui sont de type neurotoxicité, des problèmes allergiques, des problèmes d'apprentissage et du comportement, qui va se traduire par exemple par une baisse du quotient intellectuel, des effets sur le comportement en général, et puis des effets au niveau de la puberté par exemple. Il y a des études justement qui ont été faites aux États-Unis qui montrent qu'il y a une association entre l'imprégnation en PCB chez la femme enceinte et ensuite le quotient intellectuel chez les enfants donc, qui naissent, qui va jusqu'à une baisse de 6 points du quotient intellectuel. Donc c'est quand même pas négligeable. Et puis, eh bien, tout ça va se combiner avec ensuite donc cette espèce d'imprégnation chez
chez le fœtus et puis ensuite chez le nouveau-né. Tout ça va se combiner bien sûr avec notre mode de vie, c'est-à-dire avec la façon dont on se nourrit, c'est-à-dire ça peut être donc un apport énergétique exagéré, ça peut être aussi la sédentarité, et puis bien sûr nos facteurs génétiques. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même, nous sommes inégaux devant la pollution. Notre patrimoine génétique fait que nous allons être plus ou moins susceptibles à l'imprégnation en polluants, parce que sinon, soit on serait tous malades, hein, soit on serait tous en bonne santé. Donc il y a bien sûr cette susceptibilité génétique qui va être donc en interaction avec avec cette imprégnation préalable durant la grossesse et la naissance, et puis donc avec notre mode de consommation, la pollution bien sûr atmosphérique, et tout ça bien sûr va se mélanger joyeusement bien pour accélérer, disons aggraver des pathologies qui vont donc se développer et entraîner les pathologies chez l'adulte avec des perturbations du métabolisme lipidique, métabolisme hormonal, des problèmes de reprotoxicité, des problèmes de cancer, et donc conduire à ces pathologies dont on va parler, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires. Alors, les études dont on dispose, il y en a des tonnes et des tonnes, mais disons que, bon, je peux pas les exposer dans leur totalité. Beaucoup ont été issus d'études issues de contamination accidentelle. Alors c'est bien sûr, en ce qui concerne les dioxines, c'est l'accident de Seveso, à Taïwan aussi également, la contamination des travailleurs, la ville de Guyou en Chine, puis bien sûr l'épandage de l'agent orange lors de la guerre du Vietnam, où donc les vétérans se sont retrouvés malgré tout contaminés par la dioxine, sans parler bien sûr des populations locales. Et puis donc les études d'imprégnation chronique, disons que ce sont celles qui vont concerner la majorité de la population. Alors ce sont beaucoup d'études transversales qui ont été réalisées aux États-Unis à travers la National Health and Nutrition Examination Survey, la NHENS, pendant différentes périodes, qui a concerné l'imprégnation, donc l'impact de l'imprégnation en PCB, en dioxines, pesticides, bisphénol A. Pas mal d'études qui ont été réalisées aussi autour de la rivière Hudson et des grands lacs canadiens qui ont été fortement contaminés par des rejets industriels de PCB et de pesticides. Et puis aussi des études assez intéressantes des épouses des pêcheurs de la mer Baltique, où donc le lac concerne essentiellement l'imprégnation en PCB. Et puis bien sûr tout un tas d'autres études. Alors les PCB, donc on va parler des PCB. J'ai sélectionné deux types de polluants, hein, les PCB et puis le bisphénol A. Donc on va parler des PCB. À peu près 1,5 million, 4 millions de tonnes qui ont été produites dans le monde, et bon, on estime à peu près entre 400 et 500 000 tonnes qui ont été dispersées comme ça, gentiment, dans l'environnement. Ça, Jean-François en a parlé, c'est un véritable problème en France. Les 80% des rivières sont contaminées par les PCB. Il faut savoir que le PCB, c'est donc une molécule insoluble qui se retrouve piégée dans les sédiments, extrêmement peu biodégradables, et donc une fois que les PCB sont dans les sédiments, ils y sont et ils y restent. Et donc ce sont essentiellement les poissons des espèces d'origine benthique, c'est-à-dire ceux qui vont se nourrir dans la vase, qui vont forcément être contaminés en PCB. Donc il y a eu des interdictions de pêche, c'est revenu, bon, c'est un petit peu cette histoire d'interdiction, de remise en autorisation, c'est un petit peu curieux comme système. Donc pour revenir à ce que disait le premier orateur, bien effectivement aussi, vous voyez, malheureusement au Maroc, vous n'êtes pas épargné par les problèmes de contamination au PCB. Cette étude d'une équipe italienne montre ici, là, effectivement, que plusieurs sites au Maroc sont effectivement concernés par une pollution. Là, ici, je crois que c'est pas très loin de Rabat, ou ici, je ne sais plus exactement. Donc, plusieurs sites sont effectivement concernés par une pollution au PCB au Maroc. Alors, l'exposition alimentaire au PCB, comme on l'a dit, vient essentiellement du poisson, de la viande, en général, donc les produits gras, hein, les produits laitiers. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée par Arniche et collaborateurs pour l'AFSA, et montre que donc en France, l'exposition est de l'ordre de 7,6 nanogrammes par kilo par jour pour les femmes, et pour les adultes, elle est un petit peu supérieure, sachant que la recommandation est de ne pas dépasser 10 nanogrammes par kilo par jour. Alors,
On va aborder l'aspect justement, les relations entre PCB et maladies métaboliques. Alors le syndrome métabolique, c'est une entité, disons un cluster d'anomalies métaboliques qui se traduit donc par une obésité au niveau abdominal, c'est-à-dire un tour de taille supérieur à une certaine valeur, ici, donc supérieur à 102 pour les hommes, à 88 pour les femmes, avec un niveau de triglycérides élevé, une réduction du HDL cholestérol, une augmentation de la pression sanguine et puis bien sûr une difficulté à métaboliser, à réguler la glycémie. Et donc ce syndrome métabolique eh bien, va prédisposer ensuite à des dysrégulations au niveau donc hépatique et donc entraîner des complications métaboliques avec donc la dyslipidémie et ensuite prédisposer au diabète et ensuite aux maladies coronaires. Bon, je ne vais pas réinsister dessus, en particulier donc les maladies cardiaques. Et donc les polluants organiques persistants qui ont donc la propriété de s'accumuler, de se stocker dans les graisses, eh bien, vont perturber tout ce système-là, l'aggraver, se stockant dans le tissu adipeux qui est un véritable organe à fonction endocrine puisqu'il va sécréter des facteurs de décroissance, il va sécréter des chémokines pro-inflammatoires, des cytokines pro-anti-inflammatoires. Et donc, de par la fixation de ces polluants au niveau du tissu adipeux, va donc lier des récepteurs et donc perturber totalement le métabolisme et la fonction endocrine du tissu adipeux et donc se traduire par des dysfonctionnements, aggraver les dysfonctionnements déjà existants, en particulier augmenter l'état inflammatoire du tissu adipeux. Alors, parmi les études, j'aurais pu en prendre d'autres, j'ai sélectionné cette étude qui je trouve quand même est assez représentative, une étude donc publiée par Lee et collaborateurs, donc ces auteurs ont étudié les cas de diabète chez donc, des personnes imprégnées en polluants, donc là c'est les polluants de façon générale, il y a des PCB bien sûr dedans, et ils ont classé les sujets en percentile d'imprégnation. Et ils ont examiné en même temps quel était donc le cas de diabète chez les sujets de poids normal hein, et puis chez les personnes en surpoids et chez les obèses. Eh bien, vous voyez que donc, plus il y a une imprégnation en polluants importante et plus l'indice de masse corporelle est élevé, c'est-à-dire ce sont les colonnes jaunes ici, eh bien, vous voyez que les cas de diabète augmentent de façon très importante. En fonction donc non seulement de l'imprégnation en polluants, mais aussi en fonction donc de l'indice de masse corporelle qui montre donc qu'il y a une association positive entre l'imprégnation en polluants et le développement du diabète. Et ce problème-là donc est beaucoup plus marqué chez les obèses. Alors, de façon un petit peu plus précise, d'autres études ont essayé justement de voir s'il y avait une association plus spécifique avec les PCB. Alors bien sûr, vous imaginez que ce sont des études très difficiles à réaliser parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, on n'est pas imprégné par un seul polluant, mais par tout un tas d'autres polluants. Donc il faut arriver à faire des ajustements en fonction des différents polluants. Mais malgré tout, vous voyez que sur ces études-là, eh bien, les odds ratios qui existent entre donc, le développement du diabète et l'imprégnation en PCB et ici en certains types de PCB, eh bien, il y a des odds ratios qui persistent, qui sont relativement importants. Ici, vous voyez des facteurs qui dépassent 3 pour certains PCB et donc pour les PCB en général. Donc il y a bien une association assez très significative entre l'imprégnation entre PCB et le développement de diabète et d'obésité. Qu'est-ce qu'il en est des maladies cardiovasculaires? Donc là aussi, pas mal d'études qui viennent aussi des États-Unis ont été réalisées. Il y a cette étude-là qui a été donc réalisée dans le cadre d'une grosse étude qui a concerné 56 millions de personnes, où ils ont donc classé les zones en zones polluées par les polluants persistants, par d'autres polluants et de zones saines. Et donc ils ont ajusté sur l'âge, le sexe, bien sûr, les revenus et le niveau de protection sociale. Et ils constatent que les zones qui sont les plus polluées, en particulier les plus polluées en PCB, eh bien, se traduisent par 15% d'admissions supplémentaires à l'hôpital pour problèmes coronariens. Et également aussi plus 20% pour les infarctus du myocarde.
Et ce même type d'étude a été réalisé aussi donc, le long de la rivière Hudson et dans des zones, donc on pouvait penser que peut-être ces résultats-là étaient liés peut-être au niveau social. Eh bien, dans cette étude-là, où malgré le niveau social élevé et beaucoup moins de tabagisme, une nourriture relativement saine et des gens qui pratiquent une activité physique régulière, eh bien, malgré tout, eh bien, le niveau de pollution de ces zones-là eh bien, se traduit par une augmentation de 36% d'admission à l'hôpital pour problèmes coronaires et de plus 39% pour infarctus du myocarde. Là aussi, cette étude qui a été réalisée donc, dans le cadre de l'étude NANES montre sur à peu près 900 personnes eh bien, qu'il y a une association entre l'imprégnation en PCB dioxine laïque et non dioxine laïque avec les maladies cardiovasculaires, mais bon, cette association est observée uniquement chez les femmes. Alors les mécanismes, ils sont nombreux bien sûr. Donc au laboratoire, on commence à s'y intéresser. Donc les PCB sont adipogéniques et obésogènes à faible dose et pas à des doses élevées. Donc ça c'est le travail d'Arsenescu, on va le voir, Jean-François en a parlé tout à l'heure. L'augmentation du stress oxydatif avec donc un niveau de peroxydation des lipides augmenté avec des atteintes d'ADN, en particulier des atteintes épigénétiques, des modifications de la méthylation de l'ADN. Des effets pro-inflammatoires, ça c'est net, activation du récepteur AH avec donc augmentation de cytokines pro-inflammatoires, IL-6, une molécule d'adhésion, le TNF-alpha, donc résultant aussi une activation du facteur NF-kappa B qui signe une activation de type inflammatoire et se traduit aussi par une dysfonction endothéliale avec la production donc, par la cellule endothéliale de facteurs pro-athérogéniques, pro-thrombotiques comme le PAI1. Pro-apoptotiques aussi, des effets pro-apoptotiques des PCB, une hyperactivation de l'ANO-synthase. L'ANO-synthase endothéliale, c'est très bien quand elle est activée à des niveaux normaux, mais lorsqu'elle est suractivée, il y a un excès de production de NO et on a une hyperproduction après de dérivés oxynitrés donc, qui sont néfastes pour la fonction endothéliale. Donc les PCB s'incorporent dans les cavéoles qui sont des zones bien spécifiques de la membrane et donc nous on va s'intéresser à cet aspect-là de l'interaction, de l'intégration des PCB dans des zones particulières de la membrane qu'on appelle les rafts, les radolipidiques et qui sont des zones où se situent, où se passent bien des régulations enzymatiques et donc on va s'intéresser à ça en particulier dans la plaquette et voir si l'intégration des PCB dans la membrane plaquettaire va modifier donc, la biologie plaquettaire, en particulier les problèmes d'activation plaquettaire. Et puis donc bien sûr activation cytochrome P450, dysfonction hépatique avec donc augmentation des triglycérides qui se traduit par une augmentation de la triglycéridémie et de la cholestérolémie. Alors le travail dont tu as parlé tout à l'heure Jean-François, je ne sais pas si tu es venu me piquer mes diapos cette nuit, non ou quoi voilà cette étude donc, qui montre qu'effectivement il y a des effets assez nets sur la différenciation adipocytaire. Alors c'est un modèle de cellules pré-adipocytaires, les 3T3L1, ce sont des cellules murines qui, lorsqu'on les soumet à un cocktail différenciateur, eh bien, se différencient en adipocytes. On voit ici donc la différenciation, le contrôle. Et puis lorsque ces cellules sont incubées en présence ici du PCB dioxine laïque 77, eh bien, vous voyez que on accélère, on augmente le degré de différenciation de ces adipocytes, là, qui est traduit par cette couleur, par la coloration rouge, hein, c'est la coloration des lipides par l'huile rouge eau, alors que le PCB non dit, vous voyez que sous l'effet du PCB 77, eh bien, le niveau de cholestérol circulant est largement, significativement augmenté. On va changer de registre, on va parler, pas de registre, mais de polluants. On va parler du bisphénol A qui suscite actuellement beaucoup de débats. La revue Nature, en septembre 2008, donc, a déjà lancé une alerte concernant ce produit-là, le bisphénol. À peu près 3 millions de tonnes sont produites annuellement. Donc l'exposition au BPA, bien, c'est essentiellement par voie alimentaire, par migration donc à partir de certains plastiques, les biberons, boîtes de conserve, canettes de boisson, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut être aussi contaminé par voie aérienne puisque des poussières issues de plastique par l'érosion, etc., bien, peuvent embarquer du bisphénol A.
Des études ont montré que 93% de la population américaine est imprégnée en bisphénol A, et les enfants sont plus imprégnés que les adultes. C'est peut-être justement les nouveaux polluants dont parlait tout à l'heure Jean-François. Retrouvé dans le lait, on le retrouve dans le sérum, la salive, le tissu adipeux, les urines et le liquide amniotique. Alors, ce bisphénol A pose de vrais problèmes de santé publique. Donc ça, c'est la déclaration de nombreux scientifiques à la conférence de Chapel Hill en novembre 2006, où donc il est dit que le bisphénol A est suspecté d'être impliqué dans les grands problèmes de santé actuels, atteinte de la reproduction, problèmes neurocomportementaux, troubles métaboliques, maladies cardiovasculaires. Donc, un exemple ici de l'effet du bisphénol A sur le surpoids. Alors ça, ça a été réalisé bien sûr chez le rat. Et donc les mères porteuses ont été donc imprégnées en BPA, et les auteurs ont examiné le poids ensuite donc des bébés rats donc tout au cours ensuite de leur évolution. Et on constate, vous voyez ici, que les mères au cours de la grossesse donc, ont été soumis soit à des doses faibles, soit à des doses élevées de bisphénol A. Et on voit que les doses faibles de bisphénol A induisent une augmentation de la prise de poids chez le nouveau-né rat qui se prolonge largement, même après, au-delà, vous voyez, de plusieurs semaines jusqu'à 114 jours. Donc un effet très net, un effet très net de l'imprégnation donc de la mère en bisphénol A sur les conséquences que ça peut avoir ensuite sur la prise de poids chez le rat après à l'âge adulte. Ces études chez le rat, bien sûr. Il y a très peu d'études qui ont été réalisées chez l'homme. Alors, justement, j'y viens. Disons, une des rares études qui existent chez l'homme, c'est celle donc, qui a été publiée par Lang et collaborateurs dans le JAMA, et qui ont donc examiné les relations entre l'imprégnation en bisphénol A au niveau... Alors là, j'ai un trou... oui, c'est ça, c'est le bisphénol urinaire. L'imprégnation donc, en bisphénol, mesurée par donc, l'excrétion de bisphénol au niveau des urines, et les maladies déclarées. Eh bien, on constate que ce sont essentiellement des niveaux élevés en bisphénol, des niveaux donc élevés en bisphénol A sont significativement associés aux maladies cardiovasculaires, l'angine de poitrine, aux maladies cardiovasculaires en général, et donc vous voyez angine de poitrine, maladie coronaire et infarctus du myocarde, et également associés au cas de diabète. Donc par contre, les autres pathologies, vous voyez, cancer, stroke, bronchite, etc., montrent une tendance, mais ce n'est pas significatif, liée à l'imprégnation en bisphénol A. Donc vous voyez ici un impact, cette étude quand même montre de façon assez intéressante l'association, ce sont des associations bien sûr, corrélation entre l'imprégnation en bisphénol A et la survenue de pathologies cardiovasculaires ou de diabète. Alors les mécanismes possibles, eh bien là aussi, des études montrent qu'il y a un effet possible sur la différenciation des adipocytes, toujours le même modèle, les 3T3L1, les fibroblastes murins qui se différencient. Vous voyez que le bisphénol A accélère la différenciation adipocytaire. Donc c'est signalé, c'est illustré ici par des marqueurs de différenciation adipocytaire, la lipoprotéine lipase, dont l'augmentation se manifeste sous l'effet du bisphénol A, AP2 aussi qui augmente sous l'effet du bisphénol A. On voit ici donc la quantification de ces gels là ici. On voit que donc il y a une nette augmentation de l'expression des marqueurs adipogéniques, et puis avec une augmentation très significative donc de la teneur en lipides au niveau de ces adipocytes différenciés sous l'effet de différentes doses de bisphénol A. D'autres mécanismes suspectés, c'est un effet du bisphénol A sur l'adiponectine. Alors l'adiponectine, vous le savez, enfin je le rappelle très rapidement, elle est produite par l'adipocyte. C'est une chémokine anti-inflammatoire et elle protège des atteintes vasculaires. Et sa diminution, donc, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, en particulier donc, dans le contexte du syndrome métabolique et du diabète. Alors cette étude est intéressante parce qu'elle montre qu'à des doses très très faibles de bisphénol A, qui sont largement inférieures à la dose à la DJA,
eh bien, vous voyez ici, on voit d'abord la première constatation que l'on peut faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ces courbes qui ne sont pas du tout linéaires, mais qui, là ici, vous voyez, c'est une courbe en forme de U. On voit qu'il y a des effets très importants à des faibles concentrations, et puis ensuite des effets qui sont annulés par des concentrations plus fortes, qui soulignent donc la difficulté d'affirmer des choses lorsqu'on parle de concentration. On dit de toute façon il n'y a pas de souci, les niveaux de bisphénol sont inférieurs à la DGA. Le problème, c'est que, vous voyez, bien sûr, ce sont des modèles, ça c'est ex vivo, des explants ex vivo, mais enfin, ça souligne quand même l'effet que peut avoir le bisphénol A sur certaines régulations, en particulier dans le tissu adipeux, d'autant plus que donc, ce sont des explants de tissu adipeux humain où on voit donc qu'on fait chuter de façon très importante la production d'adiponectine. Alors, vous voyez ici différents explants de tissu adipeux qui ont été examinés. Et on voit que pour des concentrations de 1 nanomolaire, eh bien, on a des diminutions significatives de la production d'adiponectine. Donc le BPA le bisphénol A inhibe la production d'adiponectine à faible dose, donc avec pour conséquence possible des effets pro-inflammatoires et des effets protecteurs qui seraient donc annulés. D'autres mécanismes possibles ont été étudiés. Un effet direct sur la production d'insuline au niveau du pancréas, une étude de Alonso Magdalena. Et donc là, ici, dans ce que l'on voit en rouge, vous voyez ici, c'est la rétention d'insuline au niveau des cellules pancréatiques. Eh bien, on voit que sous l'effet, donc ici c'est le contrôle, on voit que sous l'effet du bisphénol A, on a une rétention, une accumulation d'insuline au niveau de ces cellules pancréatiques, qui donc laisse penser à un problème ensuite de régulation de la glycémie. Et c'est ce qui est montré, là, vous voyez, dans ces deux graphes, où lorsque des animaux sont traités par le bisphénol A, 100 microgrammes par kilo sur 4 jours, eh bien, la tolérance au glucose est altérée, puisque vous voyez que le bisphénol A on a beaucoup plus de difficultés à réguler la glycémie en présence de bisphénol A que dans les souris contrôles. Et ici, vous voyez la même chose ici en ce qui concerne la tolérance à l'insuline. Vous voyez qu'il y a une très mauvaise tolérance à l'insuline chez les animaux qui ont été pré-traités par le bisphénol A. Donc des effets assez importants en termes de métabolisme en termes de métabolisme du glucose. Et donc avec des conséquences effectivement sur des risques de développer l'insulinorésistance. Donc pour un petit peu résumer ces effets, eh bien, il est maintenant bien admis que les perturbateurs endocriniens, en imprégnant les différents organes comme le foie, comme le préadipocyte, vont perturber le fonctionnement de ces organes. On peut rajouter aussi le pancréas, perturber donc le fonctionnement de ces organes, entraîner une accumulation de lipides, entraîner un état inflammatoire plus important, avec production de cytokines et de chémokines pro-inflammatoires, diminution des protections anti-inflammatoires, contribuer donc à une accumulation viscérale de graisse, de perturber le fonctionnement hépatique, tout ça donc conduisant au dysfonctionnement métabolique, en particulier donc syndrome métabolique, prédiabète, diabète et ensuite conséquences sur les maladies cardiovasculaires. Et donc tout ça, ça ne fait changer, si vous voulez, un petit peu le paradigme de l'étiologie du diabète de type 2, par exemple, où initialement on associait, on mettait donc un apport calorique élevé à travers des régimes déséquilibrés et puis une inactivité physique. Tout ça en interaction donc avec des facteurs génétiques donc conduisant au diabète de type 2. Et bien désormais, je pense qu'à côté de ces facteurs-là, eh bien, il est maintenant indispensable d'y associer justement les polluants organiques persistants. On a insisté tout à l'heure sur justement cet effet cocktail de polluants persistants qui vont se mélanger au niveau de l'organe. Et là, il y a tout un champ d'études à réaliser sur ces effets cocktails, parce qu'on peut toujours dire qu'on va être en dessous des doses pour la dioxine, on peut toujours dire qu'on va être en dessous des doses pour les PCB, mais on ne sait pas grand-chose encore sur l'effet cocktail de ces polluants.
Il y a des études in vitro qui l'ont montré. Hein. Vous mettez un polluant sur des cellules, pas d'effet. Un deuxième polluant séparément, pas d'effet. Un troisième, pas d'effet ou peu d'effet. Et lorsque vous mettez vos 3 polluants ensemble, eh bien, vous observez des effets sur la fonction cellulaire, en particulier des stress oxydatifs, etc. Donc, c'est évident que la combinaison de tous ces polluants, c'est un challenge extrêmement difficile à examiner, mais ça rentre effectivement maintenant dans l'étiologie du diabète de type 2 et donc complique excessivement les données scientifiques que l'on a jusqu'à présent. Voilà, donc les actions, c'est ne pas faire comme l'attitude des 3 singes, hein, ne rien voir, ne rien dire et ne rien entendre. C'est bien au niveau des politiques de santé ou de prévention, le premier orateur tout à l'heure en a parlé aussi, bien sûr, c'est intensifier recherche clinique fondamentale pour mieux évaluer l'effet des polluants, redéfinition des doses, donc l'effet cocktail, appliquer et renforcer la réglementation européenne REACH qui a justement pour objectif de renforcer le contrôle et l'évaluation et la distribution des substances chimiques, en particulier les inciter à substituer les substances chimiques dangereuses par des molécules qu'on peut espérer inoffensives, et puis appliquer le principe de précaution partout où il doit être appliqué, c'est-à-dire interdire certaines substances pour lesquelles il y a un doute avéré, je ne dis pas un doute supposé, vraiment un doute avéré, et donc on réinsistait encore justement sur la protection de la femme enceinte et du fœtus. Et puis alors au niveau individuel, bien je pense que c'est toujours pareil, on peut essayer soi-même de limiter, préférer encourager l'emploi de produits de matériaux sains et naturels, le verre, l'inox plutôt que les poêles anti-adhésives, le grès, la fonte. Au niveau des légumes, essayer de se nourrir avec des légumes et fruits non traités. Je ne parle pas de légumes bio et de fruits bio parce on va me dire oui mais c'est hors de prix et c'est pas n'importe qui va pouvoir se nourrir de fruits et de légumes bio. Je dirais en réponse à ça, je fais les questions et réponses, que peut-être si on commence à diminuer notre consommation de viande, ça peut limiter effectivement les coûts d'alimentation et peut-être justement bien ces économies que l'on peut faire sur une moindre consommation de produits carnés, et bien peut-être l'investir dans des produits qui ne sont pas traités, des produits bio. Et puis donc au niveau des cosmétiques et des produits d'entretien, les biocides, éviter le geste systématique de la bombe, du spray, etc. Oui, je crois que c'est pas mal. J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention.